Aujourd'hui, une notion qui peut paraître très très obscure eu égard aux derniers débats qui ont eu lieu sur l'identité de façon générale. Oui, la question de l'identité culturelle, c'est une question complexe, et je pense qu'une partie de la complexité vient de ce que c'est une importation sauvage d'un champ disciplinaire à un autre. L'identité, en fait, c'est un concept de psychologie. C'est au fond la permanence relative dans le temps d'une personne. Euh, et on l'a peut-être indûment extrapolé vers le champ social en désignant par identité, par exemple nationale, des grands ensembles de populations dont le caractère finalement, dont la cohésion n'est pas si évidente que ça. Donc parler d'identité à un niveau macro, comme on le fait pour l'identité nationale, l'identité d'un groupe social quel qu'il soit, est déjà peut-être problématique. Et du coup, ça permet, à mon avis, d'expliquer aussi pourquoi c'est un terme c'est un terme polémique, polysémique, chargé effectivement beaucoup de sens et d'une dimension idéologique très forte, qui est souvent manié par des gens qui ont des arrière-pensées, en tout cas un agenda politique assez précis, que ce soit des représentants autoproclamés de la majorité dite silencieuse qui dénoncerait une identité malheureuse, ou que ce soit d'autres représentants tout aussi autoproclamés de minorités bafouées qui réclament que l'on respecte leur identité. C'est souvent une arme en fait dans le combat politique, dans le combat polémique, dans le combat communautariste, mais communautariste au double sens du terme. On oublie souvent un des sens, c'est-à-dire qu'on pense toujours que la communauté qui revendiquerait une identité, c'est forcément la communauté immigrée ou la communauté minoritaire, etc. Mais c'est aussi la communauté majoritaire ou la communauté plus anciennement installée qui défend une certaine conception de l'identité en excluant les autres. Et souvent, le problème avec la notion d'identité, c'est que c'est une arme, je disais, de combat, et c'est une arme, en fait, qui a pour fonction essentielle d'exclure ceux qui ne partageraient pas les traits identitaires arbitrairement définis par ceux qui proclament la nécessité de défendre l'identité. Au fond, définir l'identité, c'est aussi définir ce qui n'est pas ou ce qui ne relève pas de ces identités. Donc c'est aussi tracer des barrières ou des frontières qui permettent d'exclure finalement une partie de la population. Je ne dis pas en cela que l'identité soit forcément néfaste ou que ce soit un concept inutilisable, dangereux, enfin si, il est dangereux, ça c'est sûr, mais forcément mauvais. Simplement, je relève quand même qu'il y a un usage et un mésusage fréquent de cette notion-là qui est utilisée dans le débat public pour, encore une fois, exclure une partie de la population dont on estime à tort ou à raison, mais en tout cas qu'elle ne partage pas les traits identitaires arbitrairement définis. Euh, je dis juste, voilà, je donne un exemple très concret qui permet d'illustrer la chose. Pour certains identitaristes, être français, c'est forcément boire du vin rouge et aimer le saucisson. Hein, ça fait partie, voilà, un vrai français, il boit du vin rouge et il aime le saucisson, et c'est pour ça qu'on fait, par exemple, des grandes réunions où les gens sont invités à venir partager le vin rouge et le saucisson. Ce qui, évidemment, a pour fonction essentielle d'exclure ceux qui ne partagent pas ces traits identitaires, qui ne boivent pas de vin et qui ne mangent pas de saucisson. Comme quoi, ce serait forcément du coup des mauvais Français ou même des non-français parce qu'ils ne partageraient pas ces traits identitaires. Donc il faut se méfier, je pense, de cette notion qui est souvent mal employée, en tout cas employée avec un agenda idéologique assez précis. Oui, les phénomènes d'assignation identitaire, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire l'idée que finalement, à cause de nos origines, à cause du milieu familial où on est trait, à cause de nos supposées dispositions familiales, géographiques, religieuses, linguistiques, etc., on aurait forcément du coup un certain type de comportement, une certaine place dans la société, un certain type de consommation culturelle ou de pratiques culturelles, et on ne pourrait pas en sortir au fond. Et là aussi, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que il peut, de la part, disons, des représentants d'un groupe central ou majoritaire, il se peut que du coup ce soit une façon de cantonner les membres d'une minorité
dans une culture d'origine, dans un lieu d'origine, etc. Et en disant, au fond, n'en sortez pas, voilà, vous appartenez à un territoire, vous appartenez à une origine et vous ne pouvez pas en sortir. Et à l'inverse, il y a des formes d'assignation identitaire également minoritaires de la part de ceux qui estiment que finalement, à chaque communauté correspond une culture, une identité culturelle, et que ceux qui aspireraient à en sortir, à la diversifier, à avoir d'autres pratiques, à avoir d'autres formes culturelles, au fond ne pourraient pas le faire. Donc, effectivement, les formes d'assignation identitaire, c'est quelque chose d'assez dangereux, dans la mesure où finalement ça accentue l'idée d'un déterminisme social, une sorte de fatalité sociale dont les individus ne pourraient pas sortir. Or, il me semble que, au contraire, ce qui caractérise nos sociétés contemporaines, c'est précisément la pluralité des répertoires, le fait que sont ouverts maintenant, ou devraient l'être en tout cas, toutes sortes de pratiques, de formes culturelles, de modes d'être aussi au monde, qui ferait que du coup ces formes d'assignation n'existent pas. Il y a des pays en Europe où cette question de la relation, la tension dialectique entre démocratie et démocratisation se pose autrement. Je pense à la tradition scandinave, en Suède, en Norvège, etc. Même si dans les années 50 et 60, comme dans tous les pays européens, il y avait cette injonction à démocratiser la culture, à mieux partager la culture, parce qu'il n'y avait pas vraiment de doute sur, au fond, ce que l'on entendait par culture. C'était la culture des beaux-arts, au fond, c'était le savoir des élites sociales de ces pays. Assez rapidement, dans ces pays-là, on a quand même évolué, peut-être plus rapidement qu'en France, où on est resté assez longtemps arc-bouté sur une vision assez élitiste et universaliste de la culture, développée notamment par Malraux à partir des années 60. On a évolué dans ces pays du nord de l'Europe vers une notion beaucoup plus, pour le coup, démocratique, beaucoup plus communautaire, alors pas au sens des communautarismes et des populations immigrées, c'est plutôt l'idée que l'État central n'a pas forcément à s'arroger le droit de définir la norme culturelle, et que c'est plutôt au niveau local, au niveau décentralisé, que vraiment se définissent les politiques culturelles à la suite d'un véritable débat démocratique. Enfin, ça avait été très clairement énoncé, notamment dans les années 70 en Suède, avec tout ce débat justement qui s'est développé énormément dans les médias, puis avec des formes de conférences itinérantes, où la population était invitée vraiment à faire de la démocratie participative, hein, et où le projet culturel élaboré au niveau national a vraiment été discuté au niveau local. En France, ça a été beaucoup moins vrai historiquement, même si c'est vrai quand même depuis les années 80, depuis les lois de décentralisation culturelle, depuis la montée de ce qu'on appelle parfois le partenariat entre État et collectivités territoriales, les choses se sont aussi décentralisées, se discutent maintenant beaucoup plus au niveau des villes en particulier, qui sont devenues au fond les vrais champs et les vrais acteurs de la politique culturelle, beaucoup plus que l'État central aujourd'hui, même si l'État central prétend continuer à édicter la norme. Néanmoins, la politique culturelle concrète, elle se fait quand même maintenant beaucoup au niveau des collectivités territoriales et plus particulièrement des villes. Et donc c'est là, à mon avis, que se développe une vraie démocratie culturelle, avec toutes les impasses aussi de cette démocratie culturelle. C'est-à-dire que la démocratie culturelle, c'est aussi parfois l'imposition d'une norme par la majorité sur la minorité. Ce qui est ce double sens aussi, hein, la démocratie culturelle, ça peut être aussi, comme par exemple dans le programme d'un certain nombre de partis politiques, estimer que seules les formes les plus populaires, ou seules les formes qui reçoivent véritablement, qui sont fréquentées par la majorité de la population, sont dignes d'être soutenues, subventionnées, reconnues, etc. La démocratie culturelle, ça peut aussi conduire à l'éviction d'un certain nombre de formes culturelles qui sont considérées comme élitistes ou qui sont considérées comme trop peu fréquentées. Donc il y a aussi un diktat aussi, hein, qu'on appelle l'audimat pour les médias, mais au fond on retrouve un peu la même logique que pour les structures culturelles. Il y a aussi un diktat de la fréquentation, de l'audience, du public. C'est notamment un peu ce qu'avait énoncé Nicolas Sarkozy en 2007 dans sa lettre de mission à Christine Albanel, hein, quand il avait dit, au fond, la démocratie culturelle se mesure à travers les chiffres de fréquentation des structures. Est-ce que c'est uniquement ça, la démocratie culturelle? Est-ce que c'est pas aussi
la composition sociale du public? Est-ce que c'est pas aussi les politiques d'élargissement social du public? Donc voilà. Après, la démocratie culturelle, ça peut être effectivement aussi le fait de prendre en compte des pratiques réelles de la population. De ce point de vue-là, c'est pas une mauvaise chose qu'effectivement, à travers notamment les enquêtes sur les publics, à travers toutes les procédures de connaissance du public qui sont maintenant beaucoup plus fines qu'il y a encore 20 ou 30 ans, on ait une meilleure compréhension de ce que recherche, lui, de ses besoins, en tout cas de ses goûts, et d'adapter en partie, je dis bien seulement, l'offre à ses besoins. Mais aller trop loin dans cette logique, encore une fois, comme on le fait par exemple dans certains pays anglo-saxons, comme certains ont la tentation de le faire, en fait, on parle de démocratie culturelle, mais en fait, on parle de démocratie de marché. C'est-à-dire que c'est la loi de l'offre et la demande. C'est au fond ce que demandent les gens, et bien c'est ça qu'il faut leur donner, sans s'interroger sur comment susciter, révéler des envies, des désirs qui n'existent pas forcément de manière consciente ou immédiate, mais qui sont révélés par un travail d'éducation, d'apprentissage, de médiation. Voilà, donc il y a une façon un peu paresseuse de comprendre aussi la démocratie culturelle, qui peut aboutir au fond à une sorte d'apologie de la démocratie de marché, ce qui me semblerait très dangereux.